Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie d'Emilie, qui est ma femme, maman de nos enfants et également associée depuis longtemps maintenant. On a fait cette vidéo pour répondre aux questions qu'on a reçues simplement sur justement notre parcours un petit peu, sur la relation qu'on a à deux pour investir. J'ai eu plein de questions, donc je vais les poser simplement à Emilie et à moi-même. On va essayer d'y répondre et de répondre à un maximum de questions sur le sujet. Je commence tout de suite avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous? Ça va? Bon, question pour nous deux, mais je vais te laisser démarrer. Comment vous vous êtes lancé dans l'investissement immobilier? Alors moi j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai été diplômée en 2015 et on s'est rencontrés en 2013. Et du coup, c'est toi qui étais déjà un peu dans l'IMO, t'étais sur le point, quand on s'est rencontrés, tu étais sur le point d'acheter ton premier immeuble. Ouais, j'avais pas encore signé mon compromis, je crois. J'avais visité, j'avais fait une offre d'achat acceptée en décembre et on s'est rencontrés en février. Ouais, ok, bah voilà. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre parler d'IMO, parce qu'avant, dans ma famille, c'était pas vraiment le cas. Dans mon cercle d'amis, on avait 21 ans, donc on pensait pas trop investir dans l'IMO. C'est via toi, finalement, que j'ai commencé à approcher le monde de l'immobilier et de l'investissement immobilier, plus particulièrement. Et du coup, tu as acheté tes premiers immeubles tout seul. Ouais. Puisque moi, de toute façon, j'étais étudiante, donc voilà, au niveau banque, ça a bloqué un peu, jusqu'en 2015, ouais. Où j'étais en stage de fin d'études, et du coup, là, on a approché un banquier qui était plutôt ouvert, du coup, à ce qu'on achète tous les deux en SCI, avec une répartition des parts adéquate, mais voilà, que moi, je puisse enfin être... on va dire intéressée financièrement dans les projets. Donc finalement, j'ai commencé à investir, je n'étais pas encore totalement diplômée. Ça s'est fait quelques mois avant et c'est comme ça finalement que j'ai commencé vraiment je me suis lancée officiellement en fait dans l'investissement IMO, bien que depuis que je t'avais rencontré, on faisait pas mal de choses tous les deux et je te suivais un peu dans tout ça. Ouais, en fait, en gros, sur les premiers immeubles, Émilie, elle s'occupait beaucoup de la partie gestion loc, administrative, financement, etc., même si c'était pas pour elle, et c'était pour moi. Et puis à un moment donné, du coup, j'avais acheté, moi, trois immeubles avant. Du coup, je commençais à dire, ça serait cool quand même qu'elle soit impliquée, même si elle était encore étudiante et c'était compliqué. On s'est dit, pour le quatrième immeuble, on va essayer de la faire rentrer dedans. Donc elle était minoritaire dessus, pour ne pas faire peur à la banque. Mais du coup, c'était le premier projet sur lequel elle était réellement. Elle n'avait pas l'impression que c'était son premier projet parce qu'elle en gérait déjà. C'est ça. Mais c'était quand même, il y avait quand même ce sentiment-là. Ce qu'il faut dire en effet, c'est que dans ta famille, personne n'avait investi dans l'immobilier à part la résidence principale de tes parents. Oui. Et même à ce moment-là, je crois que personne n'était propriétaire chez tes frères et sœurs alors que tu es la plus petite. Peut-être ta sœur? Non, même pas. Non, personne. Non. Personne n'était propriétaire alors que tu es la plus petite de ta famille de ton côté. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a trois, les trois en fait ont investi en leur RP plus de locatif. Voilà. Donc c'est quand même drôle finalement que tu as donné ce goût-là aussi à ta famille finalement. Moi de mon côté, vous le connaissez un peu déjà l'histoire, on aura le temps d'en parler aussi lors de la fête de l'IMO, mais moi je ne suis pas ingénieur comme Émilie, j'ai pas le diplôme d'ingénieur, moi j'ai fait la fac et après moi j'étais dans un milieu où mes parents avaient un peu plus cette notion de l'IMO, etc. Donc c'était un peu plus simple pour déjà avoir ce goût-là, et j'avais aussi des gens autour de moi. Enfin, j'entendais parler d'IMO, donc c'était plus simple. Voilà, pas de manière forcément professionnelle, mais je l'entendais et du coup, ça me donnait envie de le faire aussi, quoi. Voilà, clairement. Autre question, quelle peur et blocage avez-vous dû surmonter seul ou à deux? Si, alors, moi au début, donc on se rencontre en 2013 et on achète ensemble en 2015. Donc malgré tout, on est ensemble que depuis 2 ans. Je me posais quand même des questions parce que même si ça semblait bien parti, tu te dis c'est vrai que c'est un engagement, quoi. On n'était pas mariés,
on habitait ensemble dans ton, Oui, chez moi. chez toi, dans ton appart qui t'appartenait à toi, mais voilà, donc ouais, si tu te poses quand même des questions, tu te dis, voilà, ça, pour le coup, c'est un engagement de couple quand même. Ouais. Et voilà, et j'avais 23 ans. Ouais. Voilà, donc je pense que je me posais des questions. Alors, c'est dur de se reprojeter parce que maintenant, il s'est passé tellement de choses et bon, maintenant, on est relativement solide comme couple, mais je pense qu'à l'époque, ouais, quand même, je me disais, bon, même si j'étais dans cette dynamique, tu vois, et que naturellement, j'allais pas bloquer le projet parce que ça me plaisait, mais je pense que quand même, je me posais des questions et je me disais, bon, j'espère quand même que c'est solide et que ça va bien se passer parce que... Tu parles quoi, du projet ou de nous? Bah des deux. Ah. Parce qu'en même temps, un premier projet qui se passe mal peut... Bah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui. Le premier projet s'est mal passé. C'est très mal passé, mais on a surmonté la chose. Oui, c'est ça. Mais oui, donc tu vois, ça peut influencer sur bah, la vie de couple. Hein. C'est comme quand tu as un enfant, ça peut casser la relation de couple que tu as. Bon, ça peut soit la renforcer, soit la casser. Voilà, et ben c'est un peu pareil, parce qu'en fonction de si ça se passe mal ou bien, bon là ça s'est mal passé, mais on s'en est sorti donc tant mieux, mais c'est vrai que ça aurait pu, hein, tu vois, j'aurais pu te dire putain je t'en veux, parce que c'était un premier projet un peu catastrophique, tu vois, ça aurait pu changer les choses. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, et moi la différence sur mes peurs, c'est que comme j'ai ce côté un peu inconscient, impulsif, bah du coup j'avais pas de peur. C'était on voit, et moi je me posais pas la question. Si le premier projet tu avais voulu t'associer avec moi, j'aurais dit oui, ça m'aurait pas gêné à ce moment où tu étais finançable, ça bloquait pas le projet. Donc ça, j'ai pas eu de peur par rapport à ça, mais c'était plus de l'inconscience qu'autre chose. Donc je pense que non, il n'y a pas eu vraiment de moment de peur. Il y a eu des moments après. En effet de galère, mais c'était plus en effet sur les projets, le fameux projet qu'on a acheté ensemble, sur lesquels il y avait des problèmes financiers et tout ça, et donc c'est plus des peurs liées à l'argent et à des risques financiers finalement, mais concrets et pas des potentiels risques. Voilà. Ouais, alors que moi, j'imaginais les potentiels risques. Ouais, voilà. Mais bon, du coup, tu les as imaginés, mais ça n'a rien changé, parce qu'on les a eu quand même. Il les a eu quand même. Ça n'a rien changé. Alors, je ne pourrais pas imaginer que ça se passerait. Bah oui, c'est ça. On peut jamais imaginer. C'est pire que ce que j'imaginais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est bon, on est là quand même. Ça va. À quel moment tu t'es dit l'immobilier est une opportunité et c'est ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que tu as eu un moment, un déclic? Est-ce que tu arrives à visualiser un instant, une situation où tu dis ah tiens, là, c'est à ce moment-là que je me suis dit tiens, il faut qu'on fasse vraiment de l'immo, ou il faut qu'on. Tu vois? Je pense que c'est quand j'ai vu comment se passait ton premier projet. Ouais. J'ai tout suivi. J'ai suivi l'achat, j'ai suivi les travaux, j'ai suivi la mise en loc, la première rentrée de. Ouais. Donc le deuxième immeuble du coup. Deuxième immeuble, pardon. Deuxième immeuble. Que j'ai suivi entièrement. Le premier, je l'ai un peu moins suivi. Mais et je pense que ça, du coup, c'est là où je me suis dit, ok, c'est vrai que ça peut être intéressant. À l'époque, en plus, le marché immobilier était un petit peu différent. Donc c'est vrai qu'en plus, tu avais trouvé un chouette projet. Bref, il y a eu pas mal de circonstances qui ont fait que c'était un chouette projet financier, financièrement parlant. Et là, je me suis dit, ok, effectivement, ça peut être intéressant de combiner. C'est un truc peut-être plus, alors en fonction du cash flow, peut-être plus à long terme, mais ça peut permettre d'avoir un backup au cas où il se passe X, Y choses dans notre vie professionnelle. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à faire avec l'IMO. Et effectivement, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant, j'allais dire un mode de vie, c'est pas un mode de vie, mais une philosophie en tout cas qui est intéressante dans ce truc. En fait, on a eu sur ce premier projet, pas premier projet, c'était mon deuxième immeuble, mais le premier projet que Émilie a suivi en entier avec la visite du bien, la recherche, la gestion des travaux, des locataires. C'est un projet qui s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire que la négo s'est passée de manière, il n'y a pas une grosse négo en vrai, il n'y a quasiment pas une négo dessus. Derrière, quand on a visité l'agent IMO, il nous a présenté un artisan, du coup, on a eu un devis rapidement qui correspondait à ce qu'on souhaitait. On avait une bonne renta sur le projet.
On a un peu galéré pour trouver un financement, on est passé par un courtier, c'est financé le crédit foncier qui n'existe plus aujourd'hui, qui nous a financé. Ouais. Et on a fait un crédit sur 12 ans. Donc là, c'était un peu l'erreur en soi sur le projet, qui n'est pas aujourd'hui, qui est OK, hein, c'est pas grave, parce qu'on était quand même en cash flow positif sur 12 ans, donc c'était quand même un super projet. Ouais. Et ouais, en fait, ce projet se passe bien, donc on a une bonne relation avec l'artisan à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, du coup, on se dit, OK, on se sent un peu pousser des ailes en disant, putain, vas-y, j'en veux un deuxième, moi, en fait, on continue, on enchaîne. Ça se loue facilement. Ouais, c'est ça. Et donc je pense que là, il y a eu cette période où, voilà, premier projet, deuxième projet, troisième immeuble, ça s'enchaîne, on garde le même artisan, c'est smooth. Je me rappelle de moments, moi, où on est au resto avec l'artisan, avec Émilie, et on vient de visiter l'immeuble, on prend la serviette, là, vous savez, quand vous avez au resto, et dessus, on note et on fait un chiffrage du projet. Et tu vois, l'artisan, il fait le chiffrage pendant le repas, on vient de visiter, et on est en train de manger avec l'artisan, il fait un chiffrage, à la fin du coup du repas, il a un chiffre à me proposer, il me dit tiens, je te le fais pour tant. Et derrière, je dis OK. Et nous, on appelle l'agent, on négocie le prix, on se met d'accord et on enchaîne. Et là, tu te sens un peu pousser des ailes, tu te dis bah, attends, ça a l'air incroyable. Finalement, ça paraît simple. Ça paraît simple à partir du moment où tu as ton réseau d'agents, ou en tout cas tu sais chercher des produits, tu sais les chiffrer correctement et tu sais gérer les travaux derrière ou faire gérer les travaux et trouver le financement. Et en fait là il y a eu ce moment où en effet voilà, moi il y a plein de petites scènes en fait, tu vois, que je visualise. Il y a ce moment-là en effet où tu es au resto quand on a acheté enfin je sais plus combien c'était, troisième immeuble je crois. Voilà, et là où on est au resto en train de faire ce chiffrage. Et on réfléchit à la stratégie, etc. Et là, tu te dis, ah, c'est vraiment cool. Ouais. Voilà. Et après, il y a d'autres souvenirs qui sont plus anciens, mais c'est plus lié à d'autres personnes qui ont fait de l'IMO. Et c'était un peu le rêve. C'était mon pote Mathieu, ses parents qui avaient un terrain de tennis. J'arrive chez eux, ils font de l'IMO, ils ont 45 ans, ils font que ça, c'est leur métier, ils sont entre guillemets rentiers. Et je me dis, attends, mais c'est incroyable, comment c'est possible, tu vois. Et là, je me dis, ouais, ça a l'air génial et j'essaie de comprendre en fait comment eux ils ont fait. Bon, j'ai pas réussi à comprendre réellement comment eux ils avaient fait et quelle était leur stratégie. Mais en soi, je me dis, putain, il y a des gens avec l'IMO, ils arrivent à faire ça. Et c'est de l'investissement locatif, c'était pas autre chose, quoi, tu vois. Et donc, je me dis, ok, moi aussi, j'ai envie de le faire. Donc, ouais, je pense que c'est lié, ce déclic qu'on a eu en mode les projets se passent bien, donc voilà, on a envie de continuer, quoi. Ouais, on a envie de continuer et même si l'idée c'était pas d'en vivre. Non, pas au tout début, non. Pas au tout début, c'était malgré tout un placement intéressant, quoi. Bien sûr. Bah oui, parce que sur le premier immeuble, on devait faire, je sais pas moi, 300 € de cash flow, le deuxième pareil, le troisième un peu plus. Donc de suite, tu vois, quand tu as un salaire, quand tu démarres, je sais pas combien tu touchais en 1006. Ouais, 1006, bah forcément tu te dis, putain, si je rajoute 300 balles par mois, une fois, deux fois, trois fois, tu te dis ça a quand même une grosse incidence. Voilà. Même si ça n'a pas changé ton style de vie parce que tu n'as pas flambé, tu n'as pas tout ça, etc. Mais tu te dis, je mets de l'argent de côté, quoi. Ouais, c'est ça. Clairement. Est-ce que tu peux me parler de une galère, et après on parlera de la réussite, mais une galère en soi que tu as vécue, tu n'en choisis qu'une, hein, parce que je pense qu'il y en a plein, mais c'est la vie d'entrepreneur et d'investisseur. Mais tu devais dire une galère. Une galère, la plus récente peut-être. Toi qui choisis. Qui date d'il n'y a pas longtemps. On a un locataire qui payait donc son loyer absolument tous les mois, mais ce locataire était injoignable. On n'a jamais réussi à le joindre. Voilà. Mais depuis, je sais pas, des années, 3 ans, peut-être 4 ans. Ouais, parce qu'il était locataire depuis peut-être 2016, quoi. Ouais, donc ça fait 8 ans qu'il était locataire. Ouais. Et du coup, donc voilà, impossible de le contacter. Donc des fois, j'essayais d'envoyer des courriers, mais je ne sais même pas s'il les recevait ou quoi. Voilà, donc bon, mais malgré tout, il me payait, virement automatique, il y avait zéro souci de paiement. Jusqu'au jour où je m'aperçois qu'il ne paye plus le loyer. Donc 1 mois se passe, 2 mois, je lui envoie un courrier, pour simplement lui signaler, parce que c'est peut-être la fin du prélèvement automatique, du virement automatique. On n'avait pas son numéro de téléphone.
Parce que je ne sais pas s'il avait un téléphone en fait. Ouais. Il n'a pas de numéro de téléphone, pas de rien, mail, et on n'avait pas d'autres contacts. Parce qu'en fait, avant, on était sur place, donc si on avait besoin, on allait le voir, et là, on n'avait pas de coordonnées pour l'appeler alors qu'on était à distance. C'est ça, donc voilà. Et il y avait un autre locataire dans l'immeuble, mais qui ne le voyait pas vraiment. Des fois, il l'entendait, mais il ne le voyait pas vraiment. Et c'était voilà, quelqu'un d'un peu craintif, ou en tout cas assez solitaire, et voilà, qui ne voulait pas trop se mêler aux autres. Et donc voilà, vient le problème de loyer, donc je lui envoie un courrier, pas de réponse, rien, aucune réaction, les loyers ne sont toujours pas payés. Jusqu'au jour où, donc 1, 2, 3 mois, peut-être 4 mois même se passent. On est à 900 km du bien, donc voilà, c'était pas forcément évident d'y aller et juste de taper à la porte. Mais 4 mois se passent et j'ai un autre locataire du coup de l'immeuble qui m'appelle et qui me dit voilà, je crois que ce monsieur est décédé. Et donc moi je regarde effectivement les avis de décès sur internet et je vois qu'effectivement il y a un avis de décès voilà, à son nom. Donc voilà, j'apprends comme ça qu'effectivement il est décédé, mais maintenant comment récupérer l'immeuble, l'appartement, parce que il a bien évidemment pas rendu les clés. Voilà, donc c'est pas évident. Moi, on peut juste pas arriver et reprendre l'appartement, parce qu'il y a sûrement des affaires personnelles, des choses comme ça. Donc finalement, de fil en aiguille, j'arrive à retrouver le numéro après quelques recherches et avec l'aide du locataire sur place qui m'a pas mal aidé. On arrive à retrouver le numéro de son neveu que j'appelle. Voilà, bref, je passe les détails, mais on arrive enfin à pouvoir récupérer, ou à pouvoir se retrouver devant la porte, puisque finalement on est allé se retrouver devant la porte avec la clé. On ouvre l'appartement et là, ce qu'on craignait est arrivé. En fait, il était atteint du syndrome de Diogène, donc avec l'accumulation d'énormément de choses. Donc il y avait concrètement des détritus sur à peu près 30-40 cm dans absolument tout l'appartement. Ouais. Après, c'est pas le syndrome qu'on voit des fois à la télé où il y a 2 mètres de haut de déchets. Non. Là, c'était pas ça. Il y avait une accumulation, mais il y avait beaucoup de bouteilles de pastilles surtout. Et c'était sale, mais je sais pas si c'était Diogène en tant que tel. Je pense qu'il y avait un peu de ça, mais c'était pas je pense que c'était plus de la saleté, je pense, et du stocker tous ces bordels. Je pense que c'était un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Voilà, il y avait eu une fuite d'eau aussi, donc il y avait une partie du plafond qui s'était effondrée dans la chambre. Bref, voilà, une galère qui fait qu'aujourd'hui, ça nécessite l'intervention d'entreprises pour pouvoir tout débarrasser, tout refaire correctement, puisque voilà, il y a quand même des travaux. Quelques travaux à faire. Heureusement, l'appartement n'est pas très grand. Ouais. C'est le point positif, mais c'est vrai que voilà, ça peut arriver. Alors c'est la première fois que ça nous arrive, sur pas mal de lots et pas mal d'années de location. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver et ça va nous coûter effectivement quelques milliers d'euros pour remettre en état correctement ce... on a reçu un devis à 13 000 de nettoyage. 13 000 euros de nettoyage. Non, mais le gars, on a reçu un devis de 13 000 euros de nettoyage. Le mec a chiffré comme s'il y avait, donc je crois que l'appartement fait 35 mètres carrés, et il chiffrait qu'il y avait 2 mètres de déchets partout. Donc il a compté 70 mètres cubes d'évacuation. C'est 2 mètres de haut, d'accord, sur 35 mètres carrés. Ce n'est pas possible, d'accord, et ce n'est pas le cas. Non. En effet, il y a 30 cm, 40 cm sur 35 mètres carrés si tu veux, mais pas plus. Et encore, Et en vrai, il y a 2-3 allers-retours avec un petit camion, quoi. Ouais. Bon, voilà. Mais bon, je pense qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. C'est un peu comme l'amiante. Il y a une niche et bon, personne n'a envie de le faire. Ouais. Donc quand personne ne veut le faire, on tape les prix. Donc voilà, ce prix-là à 13 000, il ne sera pas à 13 000, je vous assure. Et voilà, ce sera peut-être 2 000, mais pas 13, ça c'est sûr. Donc, ok, bon, ça c'est la dernière galère. Mais encore une fois, ces galères-là, à part le fait qu'un mec soit mort, ça ne nous affecte pas. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude, on sait mieux gérer aujourd'hui le stress, on sait mieux gérer les problèmes. Voilà, on dit, OK, il y a moins d'émotions en fait. C'est OK, bon, il y a ça comme problème, bon, c'est quoi la solution? On va faire passer quelqu'un pour nettoyer, ensuite on va chiffrer les travaux, on va voir avec l'assurance. Et c'est tout, voilà. Il n'y a pas d'émotion, je vous dis, sur le fait qu'il y a un problème avec un appartement, etc. Alors oui, ce projet-là, il sera arrivé, c'est le premier appartement que Émilie aurait acheté.
bon, peut-être que ça l'aurait calmé. Oui, et à l'époque, peut-être. Voilà, à ouais. l'époque, ça l'aurait calmé. Elle aurait peut-être dit, ou même moi, j'aurais dit, putain, ouais, ça commence mal, quoi. Voilà. Mais ça arrive plus tard, donc bon, c'est OK. Ouais, on a déjà eu pas Ouais. mal d'autres galères et en fait c'est ça, il y a juste il y a un problème, il faut trouver la solution Voilà. et la solution elle n'est pas très compliquée, hein, Oui, débarrasser et refaire l'appartement. Donc voilà, il faut juste mettre ça en place et mettre les actions en place pour que ça se fasse, ouais, exact. ça se fasse quoi. Exact. Moi, de mon côté, si je devais parler d'une galère en tant que telle, je dirais, je pense que notre premier projet ensemble, hein, ça a été vraiment compliqué. Il y a eu un peu tout ce qu'on peut imaginer. L'amiante, l'inspection du travail qui arrête 2 fois le chantier, ensuite 3 entreprises qui coulent, voire 4, sur le même chantier. Donc voilà, un chantier qui dure 6 ans au lieu d'1 an. Enfin bon, bref, beaucoup de galères. Mais encore une fois, ce sont que des galères. Dans la question, en fait, la question c'était échec. Et j'ai pas voulu mettre le mot échec, j'ai voulu mettre le mot galère. Parce qu'en fait, c'est pas un échec, c'est l'apprentissage. Et c'est grâce à ce projet-là qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience et on a l'expérience qu'on a, qui nous permet aujourd'hui de former des gens, qui nous permet de ne pas faire la même erreur la prochaine fois. Et quand on visite un projet avec de l'amiante, on sait ce que ça coûte et on ne se fait pas avoir dessus. Dans le sens où on en a moins peur parce qu'on comprend ce que ça implique, ce que ça coûte, c'est quoi le fonctionnement, sur les analyses de poussière, d'amiante, etc., combien ça coûte. Voilà, tout ça, ça nous permet d'avoir de l'expérience qui coûte très cher, mais c'est aussi ce qu'on essaye de vous transmettre à travers les formations, à travers tous ces programmes. La connaissance qu'on a eue avec les galères qu'on a eues, le but c'est de les retranscrire pour que vous ayez cette connaissance et que vous puissiez ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Voilà. Une réussite. Une réussite, c'est... Je réfléchis. Il y en a moins que des galères. Non, mais non, mais c'est juste qu'en fait, on est moins. Il y a des réussites. Tous les mois, tu reçois de l'argent. Oui, ça peut être une et tu as une réussite. satisfaction du parcours. Mais vas-y, si tu veux un moment particulier. Une réussite, c'est quand, sur ce projet-là, qui a duré 6 ans, premier projet hyper galère. Donc voilà, enchaînement de galères. Donc voilà, vraiment 6 ans de travaux. Et la mise en loc. Et en fait, tout s'est loué hyper rapidement. Et ça fait 3 ans maintenant que c'est en location. Et je crois qu'on n'est pas loin des 0% de vacances locatives depuis quoi. Ouais, il y a peut-être un jour et encore là, on a 2 ou 3 remplacements. Il n'y a même pas un jour de vacances. Et on est dans une ville de 10 000 habitants. On n'est pas dans une grande ville en soi. Mais en fait, on a fait un produit qui est tellement quali à la fin, qui est tellement propre et qui, du coup, sur le marché, il n'y a pas mieux en fait. Donc, forcément. Ça, c'est ma plus belle réussite, je pense. Parce que vraiment, on a tout eu et on a eu des moments de. Pas de désespoir, mais où tu te dis quand même. Si. C'est Et finalement, voilà, aujourd'hui, tout se passe plutôt bien. Donc, tout se passe bien, c'est le projet sur lequel on a le plus gros cash flow aujourd'hui. Donc au final, oui, c'est une fierté. C'est plus une fierté qu'une réussite de dire, on a réussi à transformer un projet qui était le plus galère qu'on a eu en le projet dont on est le plus fier. C'est ça. Au final, donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est notre plus grande réussite, c'est ça. Et après, si je visualise des moments de joie qu'on a pu avoir, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Il y a l'achat du premier appartement, enfin de notre résidence principale, le premier où on l'a acheté juste avant Noël et on se retrouve tous les deux et l'appartement est vide, il n'y a rien. On va chercher McDo, j'achète des peignoirs et parce qu'il y avait une douche et dans l'autre appartement qu'on avait, il y avait genre une douche mais horrible et là il y avait genre une style douche à l'italienne, tu vois. On arrive et on n'a rien. J'ai acheté un sapin de Noël, j'ai une couverture pour poser au sol, McDo et des peignoirs. Et du coup, on se fait la soirée là-bas, dans cet appartement qui était vide. Et du coup, c'est ce truc-là de cet appartement. Donc ça, c'était un moment comme ça de flash. Et après, je pense que c'est tous les voyages en voiture qu'on a pu faire pour visiter la France et aller visiter des biens et dormir dans des hôtels vraiment pas fous, genre des Formule 1, des trucs comme ça où tu as les chiottes sur le palier. Mais tout ça, en fait, ça pourrait être considéré comme pas bien, mais en fait, c'était presque les plus beaux moments parce que il y avait un sentiment de liberté totale, on faisait ce qu'on voulait, etc. Voilà, c'était incroyable cette période. Donc tous ceux qui sont en train en ce moment de visiter ou qui vont programmer le fait d'aller visiter, etc., soit seuls, soit en couple ou soit avec des amis, profitez vraiment de ces moments-là. Alors sur le moment, ça semble être des moments de galère, mais en fait, avec le recul, c'est des moments incroyables. C'est cool. Est-ce que c'est simple d'investir en couple
comment vous gérez, comment vous organisez? Est-ce que tu peux en parler? Alors, c'est simple dans l'absolu, ça dépend des caractères de chacun, je pense. Nous, on a l'habitude de travailler ensemble aussi, parce que on le fait depuis longtemps, et on a des caractères hyper complémentaires. Du coup, on connaît tes forces, on connaît mes forces, et du coup, c'est comme ça qu'on arrive maintenant à très bien bosser ensemble. Et typiquement, là, on est en train d'acheter. Comment ça se passe? Généralement, Guillaume va trouver le bien. C'est lui qui est plus à l'aise sur le bon coin. Voilà, donc c'est toi qui vas... C'est ce que j'aime faire aussi. Et c'est ce que tu aimes faire. Donc toi, tu trouves le bien, voilà, où tu commences à prendre des infos, machin. Idéalement, on visite tous les deux. Aujourd'hui, un peu plus compliqué avec 2 enfants, mais généralement, idéalement, ça se fait. On visite tous les deux quand même pour voir, surtout si ça a l'air bien sur le papier. Voilà. Des fois, je vais faire une première visite, moi, de tri, ou alors l'inverse, on va visiter à 2, et moi, je vais faire des visites complémentaires derrière pour vérifier des choses. C'est ça. Et c'est toi qui t'occupes de la négo aussi, parce que tu es en contact avec l'agent IMO depuis le début, donc c'est plus simple. Et après, c'est plus moi qui prends le relais avec la banque. Avec le notaire si besoin. Et après sur les travaux, ça dépend des projets. Des fois c'est moi, des fois c'est toi. Là actuellement sur les biens qu'on a qui sont en travaux, parce qu'il y a quelques travaux, c'est plus moi qui gère. Et après la gestion log, c'est plus moi aussi qui gère la suite. En fait, en général, en gros, la création du projet en tant que tel, l'élaboration du projet, c'est plutôt moi. C'est-à-dire réfléchir au projet, l'analyser, réfléchir au prix. Trouver le projet, le détecter, voir comment on peut l'exploiter, la meilleure renta, etc. Donc les chiffres, le calcul, tout ça, c'est mon délire. Et après, une fois qu'en gros, le compromis est signé, en soi, Émilie prend le relais derrière sur tout le reste. Mais j'aurais chiffré, j'aurais peut-être fait visite avec l'artisan pour estimer les travaux. Mais après, c'est Émilie qui va le piloter plutôt sur la deuxième partie. C'est plutôt comme ça qu'on s'organise. Mais aujourd'hui, c'est clairement pour moi un atout d'être à 2, parce que seul, franchement... qui ferait les trucs que j'ai pas envie de faire, quoi. Mais c'est vrai, même toi, aujourd'hui, qui trouverait les projets, tu vois? Parce qu'on a, alors on y arriverait évidemment, et c'est possible. C'est juste que nous, on a trouvé notre équilibre comme ça nous permet d'aller plus vite. Et ce qui fait que cette année, on a un compromis signé, une offre d'achat en cours. Et là, je me freine parce que j'ai d'autres projets, j'ai encore 2 immeubles à aller visiter. Et je sais que si j'y vais, je vais faire une offre et j'arriverai à avoir une offre acceptée. Donc, mais je suis obligé de freiner. Quand on se relance, en fait, nous, on est plutôt par vague. C'est-à-dire que pendant... là, on veut investir 1 million d'euros cette année. Donc là, avec les 2, on est à 650, 700 000 à peu près. Donc là, il m'en reste un à trouver à 300 000. Donc comme ça, hop, j'ai fait 1 million cette année. Du coup, là, on va s'arrêter, je pense, après avoir trouvé celui-là. On va s'arrêter pendant 1 an peut-être. Mais après, on a tellement l'habitude qu'il suffit juste qu'on dise, OK, allez, maintenant, on se relance, on trouve quelques projets et on y va. Et ça dépend de notre focus, quoi. Donc ça dépend du focus qu'on peut avoir. Un conseil chacun à donner à ceux qui aimeraient ou qui n'osent pas se lancer. Avant d'aller sur cette question, il y a un petit tips que j'aimerais bien évoquer. J'en ai parlé par mail pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. J'en ai parlé par mail, mais c'est ce qu'on a mis en place avec Émilie depuis le mois de janvier à peu près. On met en place des comités de direction à 2, une fois par mois. Donc une fois par mois, en fait, le premier mercredi du mois, on se laisse une journée. Alors ça peut être une demi-journée, suivant en fait vos besoins. On passe une journée, nous, ensemble, que tous les deux, sans les filles, pour bosser sur tous les sujets du moment, que ce soit sur le plan perso, pro, tous les sujets. Donc en fait, on prépare la réunion avec un ordre du jour, avec toutes les thématiques à évoquer du mois. Ça peut être faire le point sur les chiffres des différentes sociétés, ça peut être des décisions stratégiques sur les boîtes, ça peut être sur le plan personnel par rapport à des projets immobiliers en disant est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on va, est-ce qu'on investit dans telle ou telle structure ou telle boîte ou tel placement. Donc c'est dans ce sens-là, et ça c'est un truc qui nous a beaucoup aidé depuis le début de l'année, de mettre ça en place. C'est ce qui nous a donné envie de relancer justement des projets IMO là, cette année et de se refocus dessus en faisant justement, en disant ok, où est-ce qu'on a envie d'être dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, comment on voit notre avenir, comment on se projette. Et on s'est dit ok, en fait on se projette avec tant de revenus, tant de cash flow, tant de patrimoine. Et du coup on s'est dit attends, mais du coup là il faut qu'on s'y remette et il faut qu'on rachète des projets, il faut qu'on se relance. Et du coup ça nous a aidé, cette visualisation,
nous a aidé à nous, pas remotiver, parce qu'on était motivés, mais à se dire, ok, ben en fait, là, cette année, l'objectif, c'est d'acheter 1 million. Et du coup, dans les stratégies, c'est de dire 1 million chaque année. Le but, c'est qu'on investisse 1 million chaque année. Alors, bon, ça paraît simple comme ça, enfin, ça paraît simple, ça paraît facile à dire, mais derrière, il faut faire le financement, etc. Mais si tu dis, ok, j'arrive à investir 1 million chaque année, techniquement, dans 10 ans, tu as investi 10 millions. Et 20 ans plus tard, tu as 10 millions de cash, quoi, puisque tu auras remonté ton crédit, tu auras tout ça. Donc voilà, le but, il était de se dire, on se refixe un objectif précis de montant à investir. Encore une fois, chacun a sa jauge. Oui. Ça peut être. Il y a des gens qui disent le cash flow. Moi, je veux atteindre tant de cash flow. Le problème du cash flow, c'est que c'est très difficile. Ouais, ça varie aussi en fonction des taux ou des choses comme ça. Actuellement, il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas et qui vont influer sur le taux, l'apport que tu vas mettre, la durée du crédit, tout ça, ça vient faire modifier en fait le projet. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de lever de la dette, c'est-à-dire avoir un montant d'endettement élevé. Parce que derrière, je veux en gros un cash flow quasiment à l'équilibre ou à l'équilibre. Certains projets en positif, d'autres en négatif potentiellement, c'est plus du patrimonial. Et dans la globalité, en gros, un équilibre. Et moi, ce que je veux, c'est donc du coup créer de la dette pour créer de la valeur en soi. C'est juste faire l'effet de levier par rapport à la banque. Et donc, en effet, si on investit 1 million d'euros de dette, 1 million d'euros de dette, c'est à peu près, en gros, 6 000 euros de crédit par mois. Et c'est 4 000 euros, en gros, de 4 000, 4 500 euros de remboursement de crédit par mois. Donc, c'est 50 000 euros, en gros, de valorisation par an. Donc, en fait, en investissant 1 million, tu gagnes naturellement dans ton patrimoine 50 000 euros par an de patrimoine. Donc, vous imaginez, donc, quand tu réagis comme ça et que tu as cette réflexion, tu te dis, en fait, c'est pas que je m'en fous du cash flow, c'est que si j'arrive à continuer à investir, et le challenge est là-dessus, ok. Même si c'est pas un cash flow, même si c'est pas un cash flow, il y a un enrichissement de patrimoine de 50 000 par an. Ouais. Donc ça, c'est simplement, je voulais en parler parce que c'est important et quelle que soit la taille de votre patrimoine, groupe, société, etc., faire ce travail-là, alors ça peut être 1 heure par mois, peu importe, mais vraiment un moment régulier dans lequel on refait un point de la situation et les sujets à régler en couple, etc. Vous pouvez le faire vous-même, avec vous-même aussi, en disant juste je me fais mon codir à moi-même, en disant je me réserve un moment dans le mois qui est régulier, que je mets dans mon agenda, où c'est que moi et je réfléchis à mon patrimoine. Ouais. Et d'ailleurs, on en profite aussi pour le faire dans des endroits où c'est kiffant, quoi, tu vois. On va à la piscine, et on le fait à la piscine, voilà. Bon, on le fait dans l'eau, au moins on n'est pas dérangé par le téléphone. C'est le seul avantage que je peux avoir. Ouais. Si vous allez à la piscine, vous faites des comités de direction à la piscine, l'avantage c'est que tu ne peux pas prendre son téléphone, donc tu n'es pas dérangé par qui que ce soit. Ça, et donc, voilà, petit tips pour vous. Si tu devais donner un conseil, toi, aux gens qui n'osent pas se lancer aujourd'hui, peut-être qui sont dans, je sais pas, la situation que tu avais toi avant de te lancer aussi, si tu devais te donner un conseil à toi-même à ce moment-là, tu dirais quoi? Qu'est-ce que je pourrais me dire? J'essaie de me reprojeter avec mes peurs aussi, tu vois. Alors peut-être 2 choses, j'en ai parlé un petit peu, mais j'avais peur éventuellement d'investir en couple. Ouais. Bon là, il y a quand même des choses pour sécuriser. Déjà, nous, on a acheté en SCI. Oui. Ça permet de sécuriser un peu plus qu'en indivision. Bien sûr. Parce que y a une répartition très très claire des parts. Ouais. Il n'y a pas de débat. Non. Donc si Guillaume a 70% et j'ai 30%, c'est dans les statuts. Ouais. C'est lié à un nombre de parts qu'on achète à la base. Enfin, il n'y a pas de... Ouais. Voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de finalement, c'est 50-50. Oui, mais lui, il a mis plus. D'argent, d'apport, non, dans la SCI, c'est considéré comme du compte courant d'associé. Voilà, tout est écrit, tout est retranscrit et dans les bilans, on retrouve tout. En tout cas, dans les SCI à l'IS. Donc ça, déjà, c'est important. Depuis aussi, on s'est mariés, voilà, et on s'est mariés, et donc ça protège un peu avec un contrat de mariage. Donc ça aussi, si jamais vous êtes mariés, et que vous voulez investir à 2, je vous conseille vivement de vous renseigner sur les contrats de mariage parce que c'est encore mal vu en France, les contrats de mariage, parce qu'il y a plein de gens qui disent bah oui, mais ça veut dire que tu penses au divorce et tout. Malgré tout, il y a quand même près d'un couple sur 2, je crois, mariés qui divorcent, donc il faut y penser. Et au-delà du divorce, il y a aussi le décès. Là, personne ne contrôle. Ouais. Et ça peut être hyper impactant si jamais en fait vous n'avez rien mis en place et que voilà, si j'en sais rien, mais si vous achetez à 2, vous êtes mariés sans contrat et que vous n'avez pas d'enfants et que l'un des 2 décède, et les parts vont aux parents, vous vous retrouvez propriétaire d'un bien avec les parents de votre conjoint.
bon, bah, il vaut mieux qu'il y ait une bonne entente parce que sinon ça peut vite créer des problèmes. Donc voilà, c'est ça. Et si vous ne voulez pas vous marier, il y a le Pacs aussi, le Pacs avec testament. Maintenant, il y a des choses qui font qu'on se protège plutôt bien, mais juste protégez-vous. Et encore une fois, c'est pas anticiper, enfin oui, c'est anticiper une potentielle séparation, mais aussi un éventuel décès. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de se protéger et de se mettre un matelas au cas où il se passe quelque chose de malheureux aussi. Donc, surtout, ça permet de faire en sorte que la séparation se passe bien. C'est ça. Surtout, en fait, ça se passe mieux. Alors oui, c'est jamais cool, mais des fois, il peut y avoir un couple qui se sépare parce que tous les deux sont d'accord. Et en fait, le fait de l'avoir fait en SCI, etc., ça permet de le gérer plus facilement. C'est plus simple. Voilà, ça crée moins de tension au niveau du couple. Donc vraiment, voilà, si vous voulez acheter en couple, voilà, en fonction de votre situation, cadrez les choses. Et au moins, ce sera plus simple après. Et pour ceux qui n'osent pas se lancer, qui ont peur de se lancer? Généralement, je pense que c'est une histoire d'argent. Ouais. Je pense que c'est les gens ont peur de perdre de l'argent, de faire une mauvaise opération. Et voilà, après, il faut aussi mesurer les risques. Effectivement, pour un premier projet, il ne faut peut-être pas partir sur un appart à 1 million d'euros en plein centre de Paris. Voilà, qui, alors certes, ne représente pas un énorme danger en termes de revente et tout, mais malgré tout, financièrement, c'est lourd à porter. Donc peut-être qu'il faut se diriger vers un immeuble. Nous, même le deuxième immeuble qu'on a acheté, nous deux, on en a acheté 2 la même année en 2015. Il y en a un, c'était un immeuble qui nous a coûté 45 000 €, 3 lots, donc un garage et 2 appartements, 20 000 € de travaux, et ça s'est loué comme ça. Donc c'était un petit risque, parce que ça ne représentait pas beaucoup de mensualité au mois. Et au final, les loyers étaient assez intéressants pour nous permettre de rembourser. Donc il y a aussi peut-être commencer, je ne vais pas dire petit parce que ça dépend aussi de votre capacité et tout, mais dans quelque chose qui vous rassure et qui ne vous fait pas peur. Parce que si vous vous faites peur dès le premier, vous allez être un peu dégoûté, ça peut arriver, être dégoûté de l'IMO, et après vous allez renier tout ça et vous allez dire bon, c'est pas pour moi. Alors que non, c'est peut-être qu'il faut y aller progressivement si jamais vous avez cette peur-là. Peut-être y aller progressivement et petit à petit, vous allez voir que le premier, c'est le plus dur. Et une fois que vous avez passé ce step-là, et que vous allez voir que ça marche et que finalement, c'est pas si compliqué, entre guillemets, où il y a des notions à connaître et tout, mais c'est faisable, et bien en fait, les prochains vont être beaucoup plus simples. Ouais, et je pense qu'en fait, il est important de pouvoir mesurer en fait, est-ce qu'un projet est viable ou pas? Ça, c'est pour moi, enfin, je veux dire, avant de se lancer, il faut que vous ayez un minimum de connaissances. Il faut que vous sachiez dire, OK, ce projet, est-ce qu'il est viable ou pas? Quel cash flow il va générer? Quelle rentabilité? La rentabilité, on s'en fout, mais quel cash flow il va me générer au final? Quel va être l'effort d'épargne éventuellement que je vais devoir payer? Quels sont les risques? Donc, c'est ça, calculer les risques. Voilà. Mais pour ça, il faut maîtriser les sujets. Il faut comprendre un peu la fiscalité, il faut comprendre comment ça marche les travaux, comment ça marche des calculs de cash flow, le financement. Tous ces sujets-là, il faut les maîtriser un minimum pour pouvoir aller. Et si vous avez fait des petites erreurs dessus, sur les chiffrages, sur ces éléments-là, ce n'est pas la catastrophe. Parce qu'au final, même si vous n'avez pas le cash flow que vous espériez et vous êtes à l'équilibre, vous avez un petit effort d'épargne, ce n'est pas grave parce que vous vous enrichissez quand même. Vous créez quand même de la valeur. Donc, les projets qu'on dit pas rentables, ce n'est pas des projets pas rentables. C'est quoi un projet pas rentable? Ça ne veut rien dire en fait. Un projet pas rentable, c'est un projet qui te fait perdre de l'argent. Mais perdre de l'argent, ça ne veut pas dire qu'un effort d'épargne. Parce que derrière, tu rembourses un crédit, il y a quand même un locataire qui te paye et qui permet de rembourser au moins une partie du crédit. Donc tu crées quand même de la valeur. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas mieux de placer cet argent avec un effort d'épargne plutôt que de le laisser sur ton compte courant à 0% avec une inflation qui est importante, qui fait dévaluer la valeur de ce que tu as sur ton compte? Donc il ne faut pas avoir peur en effet de dire il y aura des erreurs, c'est normal, il y aura des choses. Voilà, essayons d'anticiper ce qui est anticipable. Le reste, c'est pas grave, ça fait partie du risque. Et ce risque, il doit être mesuré. Et comme dit Émilie, si le premier projet, vous êtes à l'aise avec un projet à 100 000 € ou à 70 000 €, commencez par ça. Et ne commencez pas forcément par un immeuble à 500 000 € si vous n'avez pas les moyens de l'assumer. Mais allez à la hauteur, entre guillemets, de ce que vous êtes capable d'assumer. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été mon invitée aujourd'hui.
sur cette vidéo. Avant de terminer, je vous invite à vous inscrire à un événement qui aura lieu du 6 au 12 mai. C'est la fête de l'IMO. C'est un événement totalement gratuit qui se fera en ligne, dans lequel l'objectif sera de vous apprendre à générer une nouvelle source de revenus grâce à l'IMO. Et on va revenir sur les sujets qu'on a évoqués dedans, notamment sur le financement, la fiscalité, la recherche de biens, les travaux. Donc tous ces sujets-là, on va revenir dessus pour vous aider à justement comprendre toutes ces étapes et à vous préparer à la suite. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vous aurez juste à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Du 6 au 12 mai, les amis, je vous dis à très bientôt. Merci Émilie. Ciao, ciao.